Il était minuit passé dans un hôpital de la ville. Un garçon noir de 12 ans, la jambe brisée, fut transporté par sa mère. Chaque mouvement était une pure agonie. La réceptionniste et un médecin les dévisagèrent, un sourire narquois aux lèvres, les accusant de simuler pour obtenir un traitement de faveur. Ce qu'ils ignoraient, c'est que quelqu'un dans la salle d'attente filmait discrètement la scène. Quelques heures plus tard, la vidéo fit le buzz en ligne. Et lorsque son père, un officier militaire de haut rang, fit son entrée, le véritable règlement de compte commença. La dernière sonnerie retentit dans les couloirs cirés de l'Académie des Tilleuls, son écho rebondissant sur les casiers comme une petite célébration. Léo Dubois, 12 ans, s'engagea dans l'après-midi frais. Sa cravate dénouée et sa veste jetée sur une épaule, le poids d'une longue journée d'école se dissolvant dans le brouhaha joyeux de ses amis. Le soleil de début d'automne réchauffait les trottoirs impeccables, scintillant sur les rangées ordonnées de voitures garées le long du boulevard. Le rire de Léo se mêlait au leur, léger et désinvolte, celui qui vient quand on sait qu'on est à sa place. Ils étaient à mi-chemin, le long de l'allée verdoyante menant aux grilles quand cela se produisit. Kylian, un garçon avec un don pour attirer les ennuis, le genre de problème que l'argent ne peut pas régler, surgit de derrière en le bousculant. La poussée n'était pas ludique. Elle avait une acuité, une intention délibérée. Le corps de Léo vacilla vers l'avant, ses mains jaillissant instinctivement pour amortir la chute, mais son pied droit heurta le bord du trottoir. Le monde bascula. Un craquement sinistre résonna à ses oreilles, tandis que son tibia s'écrasait violemment contre le bitume. Un éclair de douleur fulgurante traversa sa jambe, rapide et aveuglante. Sa respiration se coupa, mais sa fierté ancra son visage dans une expression neutre. Des élèves regardaient, le sourire narquois de Kylian s'étirait déjà. « Ça va ?» Léo demanda l'un des garçons, mais la question flotta, sans poids et superficielle. Léo se redressa lentement, brossant la poussière de son pantalon gris anthracite. « Je vais bien, dit-il, les mots secs mais stables, même si la chaleur et le gonflement commençaient à se former sous le tissu, au niveau de son tibia. » Il marcha le reste du chemin jusqu'à la maison avec une grâce étudiée qui dissimulait sa claudication. Leur quartier était calme et ordonné, le genre de rue où les pelouses semblaient fraîchement peignées, et les maisons, spacieuses mais de bon goût, se tenaient avec une confiance digne. La maison des Dubois n'était pas différente. Une demeure imposante à 2 étages de pierre pâle et de volets sombres, avec un porche qui sentait toujours légèrement le cèdre des poutres polies. La carrière de son père dans l'armée leur avait apporté le confort, mais sa mère insistait pour que leur vie reste mesurée, ancrée, jamais ostentatoire. La lourde porte en chêne s'ouvrit sur le doux parfum de poulet au romarin qui flottait de la cuisine. Évelyne Dubois, toujours aussi posée dans un chemisier crème doux et un pantalon tailleur, mettait la table lorsque Léo entra. Ses cheveux étaient enveloppés dans un foulard bordeaux profond, son maquillage subtil mais impeccable. Elle leva les yeux en rangeant les couverts. « Tu es plus en retard que d'habitude, » dit-elle, son ton calme mais empreint d'un radar maternel. Léo posa son sac à dos près de la console du couloir, l'horloge antique au-dessus d'elle scandant le rythme régulier. « On est resté pour finir un devoir, » répondit-il, adoucissant sa voix pour qu'elle ne laisse transparaître aucun tremblement de douleur. Ses yeux le retinrent un instant, scrutant, mais elle hocha la tête et retourna à la table. Le dîner fut servi dans la salle à manger formelle sous la lueur d'un lustre qui projetait une lumière dorée et chaude sur l'acajou poli. Les assiettes en porcelaine étaient ornées de délicates vignes bleues, un service que son père avait rapporté de l'étranger. Pendant qu'il mangeait, Léo remarqua le regard de sa mère dériver vers la cheminée du salon attenant. Là, encadrée de noyer, se trouvait la photographie qui semblait ancrer la pièce. Un homme grand en uniforme militaire impeccable, médaille scintillante, son expression à la fois fière et impénétrable. Léo posa sa fourchette, la question surgissant avant qu'il ne puisse l'arrêter. « Maman, quand est-ce que papa rentre à la maison ?» Sa main se figea au-dessus de son verre de vin. Elle inspira lentement, le plus léger pli se formant entre ses sourcils.
Ton père est occupé par un travail important, mon chéri. Il est loin en ce moment. » Sa voix était mesurée, rodée, comme si chaque mot avait été choisi à l'avance. Mais derrière ses yeux, Léo perçut un scintillement, quelque chose de fatigué, quelque chose qu'elle ne voulait pas qu'il voie. Il laissa le silence s'étirer, reportant son attention sur les pommes de terre rôties dans son assiette, bien que l'image de son père dans ce cadre persistât comme une image rémanente gravée dans l'obscurité. Quelques heures plus tard, la maison s'installa dans son rythme nocturne. Dehors, les lampadaires bourdonnaient faiblement, déversant une lumière pâle sur la pelouse. Léo était allongé dans son lit, entouré du luxe tranquille de sa chambre, d'étagères intégrées garnies de livres, d'un modèle d'avion de chasse sur le bureau. Le léger parfum de l'eau de Cologne de son père persistait encore sur le fauteuil en cuir. Au début, la douleur dans sa jambe était tolérable, une pulsation sourde étouffée par le poids moelleux de sa couette. Mais à mesure que les minutes s'écoulaient, elle s'aiguisa, la pulsation de la douleur épousant le battement de son cœur. Il bougea pour l'apaiser, mais le mouvement arracha un cri déchirant de sa gorge avant qu'il ne puisse l'arrêter. Le sang le surprit autant que la douleur. Dans le couloir, Evelyne l'entendit. Elle fut dans sa chambre en quelques secondes, la soie douce de son chemisier froissant tandis qu'elle se dirigeait vers son lit. « Léo, qu'y a-t-il » Sa voix était toujours calme, mais l'inquiétude était plus prononcée. Quand elle retira la couette, la vue de sa jambe fit ses lèvres s'ouvrir d'alarme. Le gonflement était apparu rapidement, déformant la ligne nette de son pantalon. La peau était tendue et décolorée d'une manière qui témoignait de quelque chose de grave. Elle pressa brièvement sa paume sur sa tempe, se ressaisissant, puis agit avec une détermination rapide. Elle récupéra son manteau dans le placard, fit glisser son propre châle de laine de la chaise. « Nous allons à l'hôpital, » dit-elle, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Léo tenta de faire passer ses jambes sur le côté du lit, mais au moment où son pied toucha le sol, la douleur revint en rugissant, faisant fléchir son genou. Elle le retint dans ses bras, avec une assurance exercée, le guidant vers la porte. La chaleur de la maison s'évanouit lorsque la porte s'ouvrit, remplacée par la fraîcheur de l'air nocturne. La rue était vide, le silence brisé seulement par le doux claquement de ses talons sur le chemin et le ronronnement lointain d'une voiture passant quelque part hors de vue. Evelyne serra sa prise autour de son fils, son esprit déjà tourné vers l'hôpital, les médecins et quelle que soit la vérité qui les attendait sous la lumière stérile. Léo s'appuya contre elle, la douleur un tambour constant dans sa jambe, la nuit s'étirant devant eux comme une route vers l'inconnu. La pluie commença par une fine bruine quand Evelyne guida Léo sur la banquette arrière de la voiture, mais au moment où ils arrivèrent à l'allée circulaire du centre médical Sainte-Augustine, elle s'était épaissie en gouttes persistantes et piquantes qui scintillaient sous les lampadaires. Les pneus sifflèrent sur le pavé, glissant alors qu'elle arrêtait la voiture. Le bâtiment se dressait au-dessus d'eux, sa façade de pierre baignée par la lueur blafarde des lumières de l'entrée. Les portes automatiques s'ouvrirent avec un soupir creux alors qu'elle soulevait à moitié son fils du siège, l'air froid les enveloppant immédiatement. Le bras de Léo s'accrochait à son épaule, sa respiration irrégulière, chaque pas envoyant un éclair de douleur sur son visage. À l'intérieur, le hall était presque vide. Le silence stérile n'était rompu que par le faible bourdonnement des distributeurs automatiques et l'écho occasionnel d'un interphone lointain. Le sol en marbre, bien que poli, réfléchissait la lumière jaune d'une manière qui rendait l'endroit moins chaleureux et plus clinique. Les talons d'Evelyne claquèrent sèchement sur les carreaux tandis qu'elle s'approchait du comptoir de la réception. La femme derrière le comptoir était assise les mains croisées, sa posture rigide, son expression déjà à la limite du désintérêt. « Je dois faire examiner mon fils, » dit Evelyne, sa voix calme mais avec une nuance qui suggérait que ce n'était pas une requête. « Il est gravement blessé. » La réceptionniste leva lentement le regard, ses yeux jetant un coup d'œil à Léo avant de se fixer à nouveau sur Evelyne. « J'aurais besoin d'une pièce d'identité et d'une preuve d'assurance, » dit-elle d'un ton monocorde.
Evelyne tendit la main dans son sac en cuir et produisit sans hésitation son permis de conduire et la carte d'assurance familiale, les faisant glisser sur le comptoir. La réceptionniste les examina, le front plissé, non pas d'inquiétude, mais plutôt comme si elle cherchait quelque chose à redire. Après une pause qui sembla délibérée, la femme secoua légèrement la tête. « J'ai bien peur que ce ne soit pas suffisant pour l'admission ce soir. Il y a certaines conditions. » « Elles sont suffisantes, » interrompit Evelyne, sa voix s'aiguisant, ses yeux fixant ceux de la femme avec la force tranquille de quelqu'un qui avait déjà eu affaire à la bureaucratie. « Je sais exactement ce que ma police couvre, et l'état de mon fils nécessite une attention immédiate. » Les doigts de la réceptionniste tambourinaient un rythme oisif sur le comptoir, ses yeux retombant sur les papiers comme pour gagner du temps. Léo déplaça son poids contre sa mère, un gémissement étouffé lui échappa, et Evelyne sentit une vague d'urgence monter en elle. Elle adoucit légèrement son ton, se penchant en avant. « S'il vous plaît, dites-moi simplement ce qu'il faut pour qu'il soit examiné. » La femme hésita, puis tira une feuille plastifiée de sous le comptoir, la tournant vers Evelyne. Le chiffre imprimé était obscène, des milliers de plus que tout dépôt initial ne devrait raisonnablement l'être. Le souffle d'Evelyne se coupa, mais elle ne laissa pas son visage trahir son choc. Elle comprit ce qui se passait. Il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de les faire hésiter, de les faire partir. Elle l'avait déjà vu, bien que rarement aussi flagrant. Ses yeux se posèrent sur Léo, la sueur sur sa tempe, la mâchoire serrée, la façon dont ses doigts serraient son bras comme si c'était la seule chose qui l'ancrait. La décision fut instantanée. « Bien, » dit-elle, sa voix coupée. Chaque lettre un petit acte de défi. « Je paierai. » Un instant, quelque chose ressemblant presque à de la surprise passa sur le visage de la réceptionniste avant qu'elle ne retrouve son masque de détachement poli. Elle commença à chercher les formulaires d'admission, ses mouvements lents, comme si elle concédait à contre-cœur. Evelyne redressa ses épaules, ses mains tenant toujours Léo, et garda les yeux fixés sur la femme, voulant que le processus s'accélère. C'est à ce moment-là, alors que le stylo était suspendu au-dessus du papier, qu'une ombre tomba sur le comptoir. Evelyne se tourna légèrement pour voir un homme en blouse blanche s'approcher du couloir. Son pas était confiant d'une manière qui ne suggérait pas la compassion. Il s'arrêta à côté de la réceptionniste, jeta un bref coup d'œil à Léo avant de s'adresser à elle d'un ton qui portait facilement dans le hall vide. « C'est quoi cette admission ?» La réceptionniste répondit, sa voix s'adoucissant envers lui d'une manière qu'elle n'avait jamais eue pour Evelyne. Le regard de l'homme revint sur Léo, puis sur Evelyne, s'attardant juste assez longtemps pour rendre le moment inconfortable. On ne pouvait se méprendre sur le léger pli au coin de sa bouche, une suggestion de dédain si désinvolte qu'elle semblait répétée. Il se pencha légèrement vers le bureau, parlant à la réceptionniste, mais s'assurant que ses mots parvenaient aux oreilles d'Evelyne. « Non, nous ne les prenons pas. » L'air dans le hall sembla s'épaissir au moment où les mots sortirent de la bouche du médecin. « Nous ne les prenons pas. Ce n'était pas une déclaration de politique. C'était un verdict rendu sans hésitation, sans la moindre trace de préoccupation pour le garçon. » S'appuyant lourdement sur sa mère, Evelyne sentit les muscles de son dos se raidir, son pouls battre à ses oreilles. Le faible bourdonnement des distributeurs automatiques et le bruit occasionnel de pas lointains s'estompèrent dans un silence tendu. Les doigts de Léo se resserrèrent autour de son bras, son corps se penchant contre le sien comme pour chercher un abri contre une tempête qui n'avait rien à voir avec la météo extérieure. Sa voix coupa le silence, calme mais affûtée comme l'acier. « Mon fils souffre. Il peut à peine se tenir debout. C'est une urgence, et vous allez le voir. » Elle prononça chaque mot avec précision, ses yeux fixés sur le médecin, refusant de le laisser se détourner. Un bref instant, elle vit sa mâchoire se contracter comme s'il hésitait entre répondre avec autorité ou dédain. Le dédain l'emporta. Il expira un bref souffle moqueur, ses lèvres se tordant en un sourire narquois qui n'atteignait pas ses yeux. « Il va bien, dit-il, le ton dégoulinant de condescendance.
Les enfants simulent tout le temps pour échapper à l'école. Ils marchent, n'essaient pas. Je ne vois aucune urgence ici. Son regard glissa sur Léo, l'évaluant non comme un patient, mais comme une nuisance. Le visage de Léo rougit, un mélange d'humiliation et de douleur. La douleur dans sa jambe n'était plus seulement une pulsation physique. Elle était imprégnée de la piqûre aiguë d'être mise en doute, d'être rejetée devant des étrangers. Evelyne ressentit cette piqûre aussi, bien qu'en elle, elle déclencha quelque chose de beaucoup plus brûlant. Une colère qui commença dans sa poitrine et remonta dans sa gorge. « Vous pensez qu'il fait semblant ?» demanda-t-elle, sa voix montant, son contrôle lui échappant face à une telle cruauté désinvolte. « Vous pensez que le gonflement, les ecchymoses, le fait qu'il puisse à peine respirer quand il met du poids dessus, c'est du théâtre. » Ses mots vinrent plus vite maintenant, sa respiration inégale. Regardez-le. Regardez son visage. Voyez-vous un enfant qui joue un jeu? Le médecin haussa lentement, presque paresseusement, les épaules, comme si la question n'était pas digne d'une réflexion sérieuse. Il s'est peut-être cogné plus tôt. Les enfants sont dramatiques. Il laissa le mot s'attarder, lourd d'insinuations, puis eut un petit rire sec et bref sous son souffle. Quelque part à gauche, un homme en coupe, vent de la marine qui attendait sur l'une des chaises en plastique moulé, se pencha en avant, le front plissé. Il fouilla dans sa poche et sortit son téléphone. Le léger clic de l'application appareil photo s'ouvrant fut presque inaudible sous la tension croissante. Il le tint fermement, enregistrant l'échange sans un mot. Evelyne remarqua le mouvement du coin de l'œil, mais sa concentration resta fixée sur le médecin. « Vous ferez votre travail, » dit-elle, sa voix basse maintenant, chaque syllabe délibérée. « Ou vous en répondrez. » La réceptionniste bougea sur sa chaise, jetant des regards entre eux, manifestement mal à l'aise, mais peu disposé à intervenir. Le médecin, cependant, semblait presque amusé par la tension, son sourire narquois s'élargissant légèrement. « Madame, je ne réponds pas aux menaces, » dit-il. « Et je ne prends pas d'ordre de personnes qui viennent ici en s'attendant à un traitement de faveur. » Derrière Evelyne, une chaise racla doucement le sol alors qu'une autre patiente, une jeune femme avec un plâtre au bras, inclinait son téléphone pour capturer la scène. Un murmure se répandit dans le hall, bas au début, puis grandissant en phrases distinctes. « C'est pas normal. Pourquoi il n'aide pas ?» Le garçon souffre. L'homme en coupe prit la parole, sa voix portant juste assez pour atteindre les coins les plus éloignés de la pièce. « J'ai tout ça en vidéo, » dit-il, chaque mot appuyé. Son ton était calme, mais il y avait une pointe qui suggérait qu'il n'était plus un simple spectateur. Le cœur d'Evelyne battait plus fort, non par peur, mais par la clarté qui venait quand la vérité était témoignée. Elle savait ce que c'était. Elle l'avait ressenti de manière plus subtile dans les restaurants, dans les magasins, dans des regards qui s'attardaient trop longtemps. Mais ici, dans un lieu destiné aux soins, c'était nu et sans honte. La tête de Léo s'inclina légèrement, ses yeux fixés sur le sol, la tension dans son corps lui disant qu'il comprenait aussi. Elle glissa son bras plus fermement autour de lui, sa main étalée protectrice sur son dos. « Nous partons, » dit-elle finalement, sa voix dépouillée de toute prétention. « Nous trouverons quelqu'un qui se souvient encore de ce que signifie prêter serment. » Le médecin recula comme pour les congédier d'un mouvement, se tournant déjà vers le couloir. La réceptionniste baissa les yeux sur son bureau, le poids de la scène la pressant sur sa chaise. Evelyne se tourna vers la porte, guidant les pas irréguliers de Léo avec les siens. Chaque pas lui semblait plus lourd, l'atmosphère du hall pesant sur eux. Elle garda la tête haute, bien que sa gorge se serrait et que ses yeux brûlaient. Les murmures les suivirent, certains empreints de sympathie, d'autres d'indignation. Elle entendit des fragments incroyables. Ce pauvre enfant, il devrait avoir honte. Au moment où ils atteignirent les portes vitrées, la pluie dehors s'était transformée en un rideau continu, brouillant la lueur des lampadaires. L'air frais lui frappa le visage comme un choc, et elle réalisa que ses mains tremblaient,
non pas à cause du froid, mais de l'effort pour rester composé. Léo s'appuya contre elle, son corps léger comme lorsque l'épuisement commence à faire tomber les résistances. Ils atteignirent la voiture en silence, la pluie tambourinant régulièrement sur le toit alors qu'elle l'aidait à s'installer. Pendant un long moment, elle resta debout dans l'ouverture de la portière, les mains appuyées sur le cadre, le son de sa propre respiration fort à ses oreilles. Puis elle se glissa sur le siège conducteur et démarra le moteur, les essuie-glaces traçant des arcs sur le pare-brise, révélant et obscurcissant la route dans un rythme hypnotique. À son insu, l'homme aux coupes ventapotait déjà son écran, téléchargeant la vidéo sur son fil de réseaux sociaux. La légende était courte et cinglante, refusée de soins, en pleine douleur. Justice pour nous. Au moment où la voiture d'Evelyne quitta le trottoir, la vidéo avait commencé son voyage à travers les veines invisibles d'Internet, passant d'un téléphone à l'autre, recueillant des vues, des voix. À l'intérieur de la voiture, la prise d'Evelyne sur le volant était assez forte pour blanchir ses jointures. Son esprit était en ébullition, mêlant fureur et impuissance. L'image du sourire narquois du médecin rejouait sur le son du souffle court de Léo, à chaque fois que la voiture heurtait une bosse. Elle le regarda sur le siège passager, ses paupières lourdes, sa mâchoire serrée contre la douleur, et sentit la vague de détermination qui vient lorsque l'insulte n'est pas seulement pour vous, mais pour quelqu'un que vous aimez par-dessus tout. La pluie continuait de tomber implacable, alors qu'ils s'éloignaient du lieu qui avait choisi de fermer ses portes. Quelque part derrière eux, dans la lumière froide de ce hall, leur absence était déjà remplie par l'écho croissant de ce qui s'était passé, porté maintenant par des étrangers qui en avaient assez vu pour savoir que c'était mal. Au moment où Evelyne guida la voiture à travers les rues glissantes de pluie et entra dans leur allée, la vidéo avait déjà entamé son ascension rapide. Elle avait commencé doucement, un partage ici, un riposte là, puis avait gagné en élan alors que les gens taguaient des amis, tapaient des légendes furieuses et ajoutaient des mots comme inacceptable, inhumain, et c'est ça, la France. En moins de 2 heures, le clip avait traversé les frontières virtuelles dans le courant invisible d'Internet, sautant des téléphones aux tablettes et aux ordinateurs de bureau. Ces images granuleuses du hall étaient rejouées encore et encore. À chaque fois, le sourire narquois dédaigneux du médecin, la démarche chancelante du garçon, l'acier silencieux dans la voix d'Evelyne devinrent plus qu'une simple humiliation privée d'une famille. Ils devinrent un cri de ralliement. Dans la faible lueur de sa cuisine, Evelyne se tenait les mains appuyées sur le comptoir, écoutant le léger tic-tac de l'horloge murale et le faible bourdonnement du réfrigérateur. Léo était à l'étage, se reposant au lit avec une poche de glace attachée à sa jambe. Son téléphone vibra contre le granit, s'illuminant avec des messages de numéros qu'elle ne reconnaissait pas, des notifications s'accumulant plus vite qu'elle ne pouvait les lire. Certains étaient des mots de soutien, des inconnus écrivant qu'ils avaient vu le clip et s'étaient sentis obligés de tendre la main. D'autres étaient des confessions, des gens partageant qu'eux aussi avaient été renvoyés du centre médical Sainte-Augustine dans des circonstances douteuses, leurs urgences ignorées, leur dignité bafouée. L'air autour d'elle semblait chargé, comme si la maison elle-même avait capté l'électricité statique de l'indignation publique. Dehors, la pluie avait ralenti jusqu'à une bruine, les lampadaires peignant des traînées humides sur l'asphalte. Son téléphone vibra à nouveau, cette fois avec un appel d'un numéro inconnu. Elle faillit l'ignorer, mais quelque chose en elle la poussa à répondre. Madame Dubois, la voix était chaleureuse, professionnelle, avec une fermeté qui suggérait une assurance de tribunal. Mon nom est Maître Robert Clément. Je suis avocat auprès de l'Alliance juridique pour les droits civiques. J'ai vu la vidéo. Mon équipe et moi aimerions vous représenter, vous et votre fils, à titre gracieux. Nous pensons que ce qui s'est passé ce soir fait partie d'un schéma plus large et nous avons l'intention de tenir l'hôpital pour responsable. Evelyne serra le téléphone plus fort contre son oreille, ses doigts s'enroulant autour du bord du comptoir. « Je ne sais pas quoi dire », avoua-t-elle, les mots sortant plus doux qu'elle ne s'y attendait. « Dites oui,
répondit maître Clément sans hésitation. Vous avez la vérité de votre côté, et maintenant le monde entier vous regarde. Nous vous contacterons dès demain matin. L'appel se termina aussi brusquement qu'il avait commencé, la laissant regarder l'écran éteint, son esprit luttant pour suivre ce tournant soudain. Ailleurs, dans un gratte-ciel du centre-ville enveloppé de verre du sol au plafond, une réunion venait de se terminer dans une pièce où l'air sentait encore faiblement le café cher et le bois poli. Les hommes et les femmes autour de la table rassemblaient de leurs dossiers, murmurant à propos de l'ordre du jour de la semaine prochaine. Mais un homme restait assis, sa posture immobile comme la pierre. Le colonel David Dubois était en train de consulter des notes de briefing lorsque son aide lui posa une tablette devant lui. La vidéo était en pause à la première image. Sa femme dans le hall de l'hôpital, un bras autour de leur fils, faisant face à un homme en blouse blanche. Il tapota l'écran et la séquence commença à défiler. À chaque seconde, son visage se durcissait. Il observa la défiance inébranlable d'Evelyne, la mâchoire serrée du garçon, le sourire narquois dédaigneux du médecin. Ses mains, larges et stables après des années de commandement, se crispèrent légèrement sur le plateau de table. Au moment où le clip se termina, le faible murmure de la pièce s'était évanoui de sa conscience. Tout ce qu'il pouvait entendre était la pluie contre la vitre et le battement de son sang dans ses oreilles. Il posa la tablette avec un soin mesuré, le geste démentant la tempête qui montait en lui. Son regard se fixa sur un point invisible au-delà de la pièce, le regard d'un homme déjà en train de dérouler les étapes d'un plan. Sans un mot, il se leva de la table. Le raclement de la chaise contre le sol poli, aigu dans le silence. Chaque tête dans la pièce se tourna vers lui, mais il ne croisa pas leurs regards. Se dirigeant vers le porte-manteau, il enfila son pardessus taillé sur mesure, la laine sombre retombant sur son uniforme avec une précision militaire. Son téléphone était déjà dans sa main alors qu'il marchait vers la porte, sa voix basse mais empreinte d'acier lorsque son aide répondit. « Préparez la voiture, dit-il. Nous allons à l'hôpital. » Il mit fin à l'appel sans attendre d'accusé de réception, son pas ininterrompu alors qu'il s'engageait dans le couloir. Au-delà des murs de verre, les lumières de la ville scintillaient sur les rues mouillées, les reflets chatoyants comme des signaux dans l'obscurité. Dans son esprit, l'hôpital n'était plus seulement un lieu où son fils s'était vu refuser des soins. C'était un lieu où sa famille avait été méprisée, leurs valeurs jugées et rejetées devant des étrangers. C'était quelque chose que le colonel David Dubois ne pouvait et ne voulait pas laisser passer. La pluie avait cessé lorsque le convoi de véhicules noirs tourna dans l'allée circulaire du centre médical Sainte-Augustine, mais le pavé brillait encore sous la lueur ambrée des lampadaires. Les moteurs tournaient au ralenti, leur son régulier et délibéré, comme un avertissement que personne à l'intérieur ne pouvait ignorer. La porte du premier SUV s'ouvrit et le colonel David Dubois en sortit, son pardessus s'agitant légèrement dans la brise, ses chaussures polies frappant le sol humide d'un rythme mesuré. Son visage était sculpté dans la pierre, le genre d'expression qui n'invitait ni question ni hésitation. Deux aides se placèrent derrière lui sans un mot, leur présence une extension de sa volonté. Les portes automatiques s'ouvrirent tandis qu'il entrait, les lumières stériles du hall jetant un pâle éclat sur le sol poli. Les quelques patients et visiteurs dispersés dans la zone d'attente levèrent les yeux de leur téléphone, les conversations s'interrompant tandis qu'ils observaient l'homme qui venait de franchir le seuil. Il y avait maintenant une attente dans l'air, la tension tranquille qui précède quelque chose d'irrévocable. Le regard du colonel Dubois balaya le hall une fois avant de se poser sur le comptoir de la réception. La même femme de la vidéo était assise là, ses doigts figés au-dessus du clavier, la couleur quittant son visage. « Appelez le médecin de garde qui a refusé mon fils », dit-il, sa voix calme mais inflexible, chaque syllabe atterrissant comme un coup de marteau, « et vous resterez ici aussi. » Il n'y avait aucune trace de colère dans son ton, pourtant il portait la certitude du commandement, la compréhension tacite que ce n'était pas une demande et ne devait pas être retardé.
La réceptionniste chercha son téléphone, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle appelait le médecin. En quelques minutes, l'homme en blouse blanche apparut du couloir. Sa démarche confiante d'avant s'était réduite à quelque chose de plus hésitant. Ses yeux s'agitèrent brièvement vers le colonel, puis vers le petit groupe de spectateurs dont l'attention s'était aiguisée en un silence. Le colonel Dubois fit un pas en avant, sa présence remplissant l'espace entre eux. « Vous avez commis une offense ce soir, dit-il, sa voix toujours égale, mais avec un tranchant qui coupait net l'air. Une offense qui ternira votre nom pour le reste de votre vie. Peu importe comment vous essaierez de l'effacer, vous avez refusé à un enfant souffrant les soins dont il avait besoin. Vous avez manqué de respect à sa mère. Vous avez déshonoré la profession que vous avez juré de défendre. » Le médecin ouvrit la bouche, peut-être pour se défendre, mais la main levée du colonel l'arrêta net. De la poche intérieure de son manteau, Dubois retira un petit étui en cuir et l'ouvrit juste assez pour montrer l'insigne à l'intérieur. « À partir de cet instant, vous êtes suspendu de vos fonctions en attendant une enquête, » continua-t-il, tournant brièvement son regard vers la réceptionniste. « Il en va de même pour vous. » Son aide s'avança avec un document déjà préparé. Le son du stylo grattant sur le papier ponctuait l'ordre. 2 officiers en uniforme entrèrent par les portes principales, leur présence un saut final aux paroles du colonel. Sans résistance, le médecin et la réceptionniste furent escortés vers la sortie, le bruissement du tissu et le léger tintement des clés. Les seuls sons alors qu'ils passaient à travers la foule grandissante. Des murmures s'élevèrent sur leur passage, des tons d'incrédulité, d'approbation et quelque chose approchant l'admiration. À ce moment-là, la presse avait commencé à arriver, attirée par l'appel de sirène d'une histoire qui brûlait déjà sur Internet. Des éclairs d'appareils photo traversaient la lumière pâle du hall, capturant la forme immobile du colonel, la fermeté de sa mâchoire et l'ombre de la silhouette d'Evelyne alors qu'elle apparaissait par l'entrée latérale, Léo dans ses bras. Le visage du garçon était pâle mais alerte, ses yeux suivant la scène avec un mélange de confusion et de soulagement. Des questions furent criées, des microphones tendus, mais le colonel Dubois les ignora, posant une main ferme sur l'épaule de sa femme. « Nous partons », dit-il doucement, et elle comprit. Les caméras capturèrent le moment de toute façon, les deux se tournant ensemble, leurs fils tenus entre eux, marchant devant les objectifs avec la dignité tacite de personnes qui savaient que ce n'était pas leur première bataille et ne serait pas la dernière. Dehors, un autre véhicule du convoi attendait, sa porte arrière déjà ouverte. Léo fut doucement installé sur le siège, une couverture repliée sur lui, ses jambes soutenues par des coussins. Evelyne se glissa à côté de lui, sa main trouvant la sienne. Le colonel prit le siège passager avant, faisant un bref signe de tête au chauffeur. « Direction l'hôpital général La Miséricorde », ordonna-t-il. « Ils nous attendront. » Le trajet fut silencieux. Les seuls sons étaient le bourdonnement du moteur et le léger sifflement des pneus sur l'asphalte humide. Léo s'appuya contre le côté de sa mère, ses paupières lourdes, la douleur atténuée par la certitude que l'épreuve de cette nuit touchait à sa fin. Evelyne regarda son mari, leurs regards se rencontrant dans le reflet de la vitre. Il n'y avait pas besoin de mots. Tous deux portaient en la connaissance partagée de ce que cela signifiait de vivre dans un monde où leurs valeurs pouvaient être si facilement remises en question, et à quelle vitesse ils avaient appris à se battre pour elles. À l'hôpital général La Miséricorde, une équipe de médecins attendait à l'entrée, les portes grandes ouvertes en signe de bienvenue plutôt que d'hésitation. Léo fut immédiatement pris en charge, le personnel médical agissant avec une efficacité discrète, chaque action étant délibérée. Evelyne et David se tenaient juste devant la salle de traitement, la lumière fluorescente se répandant dans le couloir. Pour la première fois de la nuit, le colonel permit à ses épaules de se relâcher, la ligne rigide de sa posture s'adoucissant alors qu'il se tournait vers sa femme. Elle se jeta dans ses bras et pendant un long moment, ils restèrent simplement là, le bruit de l'hôpital s'estompant en arrière-plan.
L'étreinte n'était pas celle de la célébration, mais de la reconnaissance et de l'acquiescement à un cycle familier de nuit, comme celle-ci où le combat était gagné, mais le coup persistait dans le sang. Quand ils se reculèrent finalement, leurs mains restèrent liées. La compréhension silencieuse entre eux disait tout ce qui devait être dit.